Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant les métiers de l'intelligence artificielle. Je suis Deva Savapati, le directeur de l'EPITA et Institut. Pour les nouveaux qui nous ont rejoints pour notre série de webinaires sur l'IA, je vais commencer par quelques mots sur l'EPITA et Institut. Retenez que l'EPITA et Institut forment au métier de l'intelligence artificielle sur un recrutement post-bac. Le cursus est composé de 2 cycles. Nous avons un premier cycle de bachelor de 3 ans, permettant une ouverture sur tous les aspects de l'IA et du data engineering, et un second cycle grande école à l'EPITA Institut pour un double diplôme en partenariat avec 3 grandes écoles, l'ESME et l'EPITA, 2 écoles d'ingénieurs, et l'ISG, une école de management. Ce sera donc un second cycle qui sera effectué à l'EPITA Institut et en parallèle avec une des 3 grandes écoles au choix. Évidemment, ce partenariat avec les 3 grandes écoles vous offre toute une palette de choix en termes de parcours de formation dans l'IA. En résumé, retenez qu'à la fin du second cycle, les 3 grandes écoles partenaires vous offrent le choix d'être ingénieur ou manager et à vous de choisir. L'avantage est que ce choix entre ingénieur ou manager s'effectue uniquement à la fin de ce premier cycle de 3 ans. Donc, ce premier cycle de 3 ans qui va vous permettre d'attaquer les sujets de l'IA et tout ce qui tourne autour de l'IA, et ensuite de faire un choix en connaissance de cause pour votre deuxième cycle et votre parcours, pour votre double diplôme. À retenir donc, pour l'EPITA et Institut, une formation centrée sur l'IA, avec un recrutement post-bac, un premier cycle en quasi-totalité en anglais, un double diplôme à la fin de son second cycle, et avec, tout au long de ce cursus, un certain nombre d'éléments. Un semestre à l'étranger, des stages, 3 semestres en alternance, une pédagogie par projet, des projets concrets en IA, des conférences, des retours d'expérience avec des professionnels, bref, un mix de tout cela pour un cursus innovant et complet en IA. Je suis aujourd'hui avec Vincent Labosse, qui est directeur de projet en data science chez Datalio, entreprise partenaire avec l'EPITA Institut. Pour commencer, je vais laisser Vincent se présenter. Donc, merci Deva. Donc, je suis effectivement directeur de projet data science chez Datalio. Je vais présenter rapidement mon cursus. J'ai fait une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSAI, qui est basée à Rennes, et qui forme donc des statisticiens à la fois dans l'administration publique, à l'INSEE, des ingénieurs qui sont destinés à travailler dans le privé. J'ai travaillé 5 ans sur Paris en tant que data scientist dans le marketing, sur des sujets de segmentation client, de modélisation pour optimiser le ciblage publicitaire, de moteur de recommandation produit. Tout ça dans le but de proposer aux clients des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, le groupe Crédit du Nord et le groupe Yves Rocher, des produits adaptés aux besoins de chaque client. Durant ces 5 ans, j'ai commencé à voir une transition dans mon métier avec l'arrivée du big data, qui s'est traduit par une évolution des technologies qui nous ont permis de collecter des données massives, qui nous ont permis de mener des analyses conjointes sur des données qui provenaient de sources variées, qui nous ont permis d'avoir plus de puissance de calcul. Et tout cela a considérablement démultiplié le champ des possibles. En 2017, donc, j'ai rejoint Datalio. C'est une société de conseil qui est spécialisée dans la donnée et qui est basée à Lyon et qui est également présente sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermont-Ferrand et également en Haute-Savoie. Je me suis d'abord épanoui en tant que consultant data scientist sur différentes missions qui allaient de la compréhension du besoin client, de l'analyse exploratoire des données, de l'implémentation d'algorithmes et de la mise en production effective de ces algorithmes. Et en plus, maintenant, je suis donc formateur. J'interviens auprès d'un public d'étudiants et de professionnels pour les former spécifiquement aux outils et aux méthodes liées à la data science. Et je suis également directeur de projet data science. Ça consiste à encadrer des projets, animer des ateliers avec des clients, valider des choix méthodologiques, mener à bien le suivi des travaux, etc., etc. Parfait. Merci Vincent. Avant de commencer, peut-être pourrais-tu nous expliquer, nous dire pourquoi tu t'es dirigé vers ces métiers? Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans la data, vers ces métiers de la data? Et peut-être même nous dire si tu as, avant même de pouvoir nous présenter ces métiers de la data, nous dire si tu as occupé plusieurs postes dans la data et tes motivations d'être parti dans la data. Alors j'ai occupé donc plusieurs postes. J'ai occupé un poste de chargé d'études statistiques pour une banque, le Crédit du Nord, un poste de data scientist pour le groupe Yves Rocher et un poste de consultant puis de directeur de projet pour Datalio. Ce qui m'a orienté vers ces métiers de la donnée, c'est 3 choses. Déjà, c'est mon Oui. esprit d'analyse.
J'avais envie d'analyser les problèmes de notre société, des entreprises qui gèrent des données à l'aide d'outils quantitatifs. Et c'est un métier qui m'a permis de travailler sur des problématiques et dans des secteurs très variés, la banque, le marketing, l'industrie, l'énergie. Il faut bien comprendre que la data science, ça consiste à utiliser des statistiques, du machine learning, de l'intelligence artificielle pour comprendre, prédire et fournir des outils d'aide à la décision concrets. Et bon, moi, c'est un métier qui me passionne et je pense que c'est important de choisir un métier qui vous passionne parce que vous allez y passer beaucoup de temps. Euh, Ensuite, ce qui m'a plu dans ce métier, c'est l'aspect communication. Moi, je suis à l'aise avec la prise de parole en public. Et pour apporter de la valeur en entreprise, il faut savoir créer du lien entre des personnes qui sont issues de l'informatique, qui vont vous dire où sont stockées les données, comment elles sont collectées, et des personnes issues du métier qui vont vous expliquer l'objectif, les enjeux métiers qui se cachent derrière un projet. Et ce, pour fournir le meilleur outil d'analyse et d'aide à la décision. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler avec des personnes qui ont des profils très différents et qui parfois parlent aussi des langages dans l'entreprise qui peuvent être très différents. Il faut savoir s'adapter. Tu pourrais, parce que en fait, en t'écoutant, ça me fait penser également à une autre question qui pourrait être. Tu pourrais nous donner en fait quelle est la proportion entre ce que tu fais techniquement aujourd'hui, ce que tu fais peut-être avec toute la partie sciences humaines, communication dont tu nous parles, toute la partie maîtrise d'ouvrage, ne pas avoir peur de parler. Quelle est un peu cette proportion aujourd'hui dans ton quotidien? Aujourd'hui, dans mon quotidien, c'est quasiment du 30% 30 à 40% de travail avec des outils informatiques. C'est 40% d'analyse et c'est 20% de communication, que ce soit sur des ateliers en amont qui permettent de comprendre les objectifs d'un projet ou que ce soit sur des restitutions en aval qui permettent de présenter la réalisation du projet sur lequel j'ai pu intervenir. Mais justement, en parlant de projets, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de projets, des projets phares réalisés au sein de Datalio? Alors, je vais vous présenter 3 projets sur lesquels j'ai pu intervenir. Tout d'abord, un premier projet dans le monde de la téléphonie. Donc, il s'agissait de données textuelles, c'est-à-dire des échanges sur un forum pour un opérateur mobile entre des téléconseillers et des clients. Le but de ce projet, c'était de fournir un algorithme qui était capable de suggérer une réponse destinée de suggérer automatiquement la bonne réponse pour faciliter le travail des téléconseillers. Donc, l'objectif, c'était pas forcément de remplacer le métier du téléconseiller, mais d'être capable sur les 5, 10, 20% des problèmes les plus courants, comme des problèmes d'activation de carte SIM, des problèmes réseau, de faire en sorte que l'algorithme puisse comprendre la question du client, suggérer une réponse au téléconseiller qui n'avait plus qu'à la lire, à la valider, ce qui lui permet de gagner du temps au quotidien et de se concentrer sur les problèmes sur lesquels il a une plus grosse valeur ajoutée. Est-ce qu'on a pu en fait chiffrer cette partie assistance pour dire combien de temps on a pu faire gagner aux différentes personnes dans leur quotidien? On a pu à peu près leur faire gagner 10% de temps Oui. dans leur quotidien. Et j'insiste sur ce point, c'était pas destructeur d'emploi, au contraire, il y avait vraiment un problème de recrutement. Le PDG de cette entreprise qui est venu nous voir, est venu nous voir en nous disant je vais déjà devoir embaucher 5 téléconseillers en plus, mais on a un problème, on a un problème de recrutement et on veut vraiment simplifier la tâche des téléconseillers qui aujourd'hui sont submergés de demandes. Donc c'est vraiment un outil d'aide effective dans leur travail. Et oui, et remplacer un peu plus les actions répétitives, on va dire, qui pourraient être une assistance pour pouvoir les aider, pour pouvoir s'attaquer sur des sujets peut-être un peu moins répétitifs et ok, très bien. Et dans les grandes lignes, est-ce que tu pourrais nous donner les différentes étapes, les étapes clés du déroulement de ces projets? Alors les étapes clés du déroulement de ces projets, les étapes clés, c'est déjà définir un objectif utile au business, bien comprendre quel est cet objectif. Ensuite, il y a une première phase de data engineering, c'est-à-dire on collecte les données, il y a des données brutes qui sont des données, donc là en l'occurrence c'était des données textuelles d'échange sur un forum, mais ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des fichiers qui viennent de différents systèmes d'information dans l'entreprise. Il y a une première tâche qui consiste à déjà les collecter, nettoyer, les préparer
et les injecter dans un socle de données, dans une base de données. Et de faire en sorte que la personne qui s'occupe de ça fasse pas ça manuellement tous les jours, hein, c'est un processus qui est automatique. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase plutôt d'analyse, donc que ça soit la data analyse, l'exploration de données pour comprendre cette donnée, la caractériser et fournir par exemple des visualisations de données qui permettront de définir une stratégie d'entreprise, ou que ce soit ce qu'on appelle de la data science. Donc là, c'est construire un algorithme. Moi, je suis malheureusement pas Madame Irma, je sais pas je sais pas voir l'avenir avec exactitude. Par contre, en me basant sur un historique et sur ce qui s'est passé dans le passé, justement, on peut quand même dégager des tendances et avoir une idée de la manière dont certains phénomènes vont évoluer. Et tout ça a pour but de répondre à un objectif business, à une question bien concrète, évidemment. Parfait. Et tu pourrais nous donner un deuxième exemple peut-être de projet? Alors un deuxième exemple de projet avec des données différentes, c'est dans la maintenance prédictive. Hmm. C'est une entreprise qui avait des capteurs positionnés sur des trains et des tramways. Donc le but, c'était de détecter des défaillances sur ces systèmes, sur des portes, l'usure des roues, sur les systèmes de chauffage et de climatisation, afin de détecter des signaux faibles et d'anticiper de futures pannes pour justement planifier des maintenances avant qu'il y ait une défaillance. Et un troisième exemple de projet sur des données d'une nature encore différente, sur des images dans le monde de l'énergie. J'ai travaillé sur un algorithme qui permet, à partir d'une image, d'en extraire des indices ou des numéros de série. Donc là, le cas d'usage, c'est un opérateur qui va effectuer un relevé sur un compteur. Et plutôt que de faire une saisie manuelle de ces indices ou de ces numéros de saisie, avec simplement un smartphone, il a qu'à en quelque sorte prendre une photo de ce compteur-là et l'enregistrement de ce numéro de série va se faire automatiquement. Donc toujours dans le but de gagner du temps et d'améliorer les choses. Parfait. Si tu reviens sur le slide d'après, justement sur toute cette partie chaîne de la data, définir un objectif utile au business, qui est quand même la première étape. Pourrais-tu nous expliquer un peu qui définit ces objectifs et à qui? Et ensuite, une fois qu'on a défini ces objectifs, comment ça va se dérouler progressivement ces projets avant d'attaquer, on va dire, le sujet sur les différents types de métiers qui vont intervenir dans la data? Souvent, effectivement, donc dans les entreprises, on définit des besoins. Il y a des personnes qui sont plutôt issues du métier, qui viennent voir des services de data scientist avec des problématiques concrètes. Et on travaille en collaboration avec elles pour faire des ateliers en amont, pour leur poser des questions, pour comprendre quelle est la situation à l'heure actuelle et voir à quels endroits on pourrait effectivement améliorer les choses. Donc, il y a un partenariat et nous, data scientists, on est au centre d'une chaîne de valeur qui consiste avant de se lancer dans un projet, dans un sujet, on a ces phases d'interview, de communication avec des managers, avec des personnes du métier, avec des personnes du business qui vont concrètement nous parler de ce qu'elles font au quotidien et qui vont nous permettre de trouver un axe d'amélioration pour améliorer une situation. D'accord. Tu veux dire, est-ce que les data scientists, les data engineers, peu importe les métiers qu'on va voir après, interviennent dans ces ateliers de conception en amont ou ça se passe de manière différente en fonction des projets? Ça peut se passer de manière un peu différente en fonction des projets, mais souvent on identifie des personnes qui vont porter le message des utilisateurs de nos projets, Ok. qui sont issus du métier. Et les data scientists, les data ingénieurs, tous les métiers qu'on va voir juste après, sont impliqués dans ces dialogues et dans ces discussions. On travaille main dans la main, de concert avec ces personnes-là, que ça soit avant le projet pour définir les objectifs, pour comprendre l'enjeu, pendant le projet et évidemment après le projet pour effectuer des travaux de maintenance ou d'enrichissement, d'évolution de tous ces algorithmes. On va arrêter le suspense. On va commencer sur les métiers. Parle-nous des métiers justement sur les métiers de la data par rapport à cette chaîne de la valeur. Dis-nous maintenant les différents métiers qui interviennent avec un descriptif de ces métiers et ensuite tu pourras nous parler peut-être après de leur interaction justement sur cette chaîne. Donc le premier métier qui est en amont de la chaîne, au tout début de la chaîne, c'est le data ingénieur.
Le data ingénieur, il est chargé donc de spécifier, d'implémenter l'architecture big data des entreprises, d'implémenter des bases de données. Et lui, il s'occupe de l'extraction des données, de la transformation de ces données et du stockage de ces données. Donc le data ingénieur, c'est plutôt quelqu'un qui intervient en amont et qui a un profil qui est plutôt une appétence pour l'informatique, la programmation, le reporting, les bases de données. Ensuite, on a le data analyst qui, lui, intervient plutôt sur la phase d'analyse. Il est chargé d'analyser les données, qui vont permettre de définir une stratégie pour l'entreprise, de transformer toutes ces données en informations pertinentes. Il faut bien comprendre que la donnée brute en soi n'a aucune valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est justement cette capacité à la synthétiser à travers des graphiques, des visualisations, des chiffres clés. Donc lui, il a plutôt des compétences en visualisation de données, en communication. Il a un bon sens du business. Il est aussi chargé d'aller voir des personnes par exemple, dans le cadre de la téléphonie mobile, des opérateurs, d'aller voir toutes ces personnes du métier, dans le monde du marketing, des personnes qui sont chargées de campagne pour aider à améliorer les choses. Ensuite, on a le data scientist qui, lui, implémente des algorithmes prédictifs. Donc, il est chargé de détecter des tendances, des corrélations dans les données. Et il est vraiment au centre d'une chaîne de valeur. Il doit à la fois créer du lien et discuter avec des personnes de l'informatique, des personnes du métier. Donc, c'est plutôt lui qui conçoit des algorithmes, qui a une appétence pour les statistiques, pour la programmation et qui a également un bon sens du business. Et ensuite, on a les project managers, les chefs de projet, qui sont souvent des personnes un petit peu plus seniors et qui vont avoir ce rôle de faire travailler ensemble les équipes autour d'un projet qu'ils pilotent, d'organiser le travail, de piloter la stratégie d'organisation et d'exploitation de la donnée. Très bien, merci. Une question qu'on a souvent, c'est si je commence en tant que data engineer, est-ce qu'il y a possibilité de faire une bascule vers un métier autre dans la data, comme par exemple data scientist ou data analyst, ou est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Comment ça peut se passer? Parce que demain, je rentre en tant que data engineer, très bien, ça me plaît. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, j'ai d'autres envies d'occuper d'autres postes. Est-ce que tu as eu des exemples, toi, de cela chez Datalio, ou toi-même, peut-être, en occupant d'autres fonctions? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En début de carrière, effectivement, on a des cursus avec à la fois ce côté data ingénieur et ce côté data scientist qui sont assez complets. Et nous, on a des exemples de consultants chez Datalio qui ont commencé à faire de la data science et qui se sont réorientés vers la data ingénierie ou inversement. Donc la bascule est possible. Je dirais qu'après, on forge aussi son envie d'aller un métier ou vers un autre en fonction de ses expériences. Et on a des personnes qui seront plutôt intéressées au fil de l'eau par l'informatique, alors que d'autres personnes seront plutôt intéressées par l'analyse, la modélisation, la compréhension de certains phénomènes. Donc la bascule est complètement possible, ouais, effectivement. D'accord. Et quant au recrutement de ces profils chez Datalio, data engineer, data scientist, data analyst et les autres métiers de data, quel retour d'expérience tu peux nous faire? On est plutôt sur un marché tendu aujourd'hui. On est sur un marché, que ce soit chez Datalio ou ailleurs, dans lequel on recrute des data ingénieurs, des data analystes, des data scientists. C'était déjà le cas il y a 10 ans. Moi, par exemple, j'avais mon premier CDI, j'avais signé mon premier CDI avant même d'avoir terminé mon stage. Donc, on vient plutôt nous chercher, ce qui est une bonne nouvelle, et c'est que le marché continue d'être dans cette dynamique. On recherche, nous, des profils à la fois compétents et variés. Donc compétents effectivement techniquement, que ce soit en informatique, en statistique, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on cherche des personnes qui sont curieux naturellement, qui ont un esprit d'analyse, qui sont capables de communiquer, de vulgariser, qui sont capables de parler plusieurs langages, qui ont aussi envie d'apprendre. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ces métiers de la donnée et finalement, j'ai jamais cessé d'apprendre. C'est un domaine qui est innovant, qui évolue rapidement et si on veut pas être dépassé, c'est important d'apprendre tout au long de sa vie professionnelle. Et on cherche des profils qui ont de l'expérience. Alors, de l'expérience, ça peut vouloir dire des années d'expérience effective sur un poste, mais pour un junior, pour quelqu'un qui sort d'école, ça peut vouloir dire, par exemple, sur un site qui s'appelle GitHub,
euh, détailler les projets sur lesquels il a pu travailler dans le cadre de ses stages, dans le cadre de son cursus, dans le cadre de son alternance, et nous démontrer qu'il a pu, par exemple, construire un algorithme de A à Z, développer un outil, une API, ou en tout cas un système qui permettrait de mettre en production cet algorithme, et qu'il est finalement prêt à entrer dans le monde du travail, et qu'il est, entre guillemets, prêt à travailler. Parfait, merci. Juste peut-être une dernière question, un petit conseil peut-être, si on souhaite commencer une formation dans la data engineering, on sort de terminale, par quoi qu'est-ce que tu nous conseillerais en fait pour pouvoir attaquer les métiers de la data science? Un langage peut-être, commencer par la partie data engineering pure, de l'analyse de données, un peu de nettoyage, se sensibiliser sur quel type de librairie, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en termes de conseils? Alors, je pense qu'au début, il faut rester assez large et effectivement se former à la fois en informatique et en statistique. Je pense qu'aujourd'hui, le langage qui est le plus utilisé à la fois par des data ingénieurs et des data scientists, c'est le langage Python, avec des librairies comme, alors je ne voudrais pas entrer trop dans un jargon, mais il y a des librairies comme Panda, Scikit-learn, NumPy. Il y a 3, 4, 5 librairies qui finalement en Python sont notre boîte à outils au quotidien. Et et il y a par exemple un site qui s'appelle Kaggle qui en fait recense des jeux de données. C'est un site dans lequel on peut faire des compétitions et les data scientists s'affrontent pour trouver le meilleur modèle. Ce site-là a aussi des petits cours en ligne avec des petits cours de programmation en Python pour commencer à manipuler, à implémenter, à manipuler des données. Donc ça peut être aussi un point d'entrée pour quelqu'un qui voudrait s'y essayer avant de s'engager dans un cursus un petit peu plus long. Parfait, merci. On peut passer aux questions parce que justement, on a eu une question sur le chat qui nous pose comme question, pourquoi Python? Alors, on parle souvent de Python en data science, globalement dans de l'IA. À ton avis, pourquoi? Alors pourquoi Python? Il y a eu plusieurs langages. Il y a eu les statisticiens ont historiquement utilisé un outil qui s'appelle SAS. Il y a aussi un autre langage dont j'ai pas parlé qui s'appelle R, qui est vraiment un langage informatique qui a été créé par des statisticiens pour des statisticiens. Et aujourd'hui, Python, c'est un langage qui est à la fois connu des personnes qui ont un profil plus informatique, et en même temps, c'est aussi un langage dans lequel on a des librairies de data science, de machine learning. Donc c'est un langage qui réunit finalement pas mal de personnes dans le monde dans le monde de la donnée. Merci Vincent pour cette présentation de ton parcours aussi, de ta motivation d'être parti dans la data et qu'est-ce que la data et pourquoi t'es parti dedans. Également ta présentation sur les métiers de l'IA qui ont été extrêmement clairs. Merci beaucoup. En attendant les questions, on va attendre un petit peu le temps que ça arrive ou sinon branchez directement votre micro, on vous écoute. Bonsoir, Bonsoir. vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Très bien. Dans ces métiers, on n'a qu'une partie, entre guillemets, pratique, absolument pas de recherche. En même temps, ce n'est pas le but. Mais est-ce que quand même, à l'EPITA Institute, on va avoir l'occasion de rentrer vraiment dans le détail au point, par exemple, de savoir pourquoi pas designer nous-mêmes un réseau de neurones, par exemple? Alors, dans, dans un premier cycle de 3 ans, quand vous allez rentrer à l'Epitaille Institute, ce premier cycle a pour objectif de découvrir l'IA et de tout ce qui tourne autour de l'IA. Donc, ça va être un mélange de cours que vous allez avoir à la fois sur le domaine scientifique, sur la partie technologique, sciences humaines, langue également, un certain nombre de choses. Sur toute la partie réseau de neurones, parce que vous parlez de réseau de neurones, on aura de l'introduction sur les réseaux de neurones. En revanche, il vous faudra un petit peu plus de bagages pour pouvoir après rentrer dans les détails au niveau des réseaux de neurones. Donc ça va pouvoir se faire au fur et à mesure à la fin
de ce premier cycle éventuellement, mais surtout sur un deuxième cycle, où là, vous allez pouvoir rentrer et approfondir ce que vous avez appris dans ce premier cycle. Une fois que vous avez compris cela, vous allez pouvoir rentrer dans les détails au niveau des réseaux de neurones. Maintenant, pour pouvoir le faire, vous allez pouvoir en effet utiliser des librairies qui existent déjà, que vous allez pouvoir exploiter et utiliser, voire développer d'autres algorithmes, ou du moins les mêmes, des algorithmes qui existent déjà, mais développés par vous-même. Donc ces deux-là sont complètement faisables et il est évidemment recommandé de commencer au début, de le développer vous-même et de comprendre le fonctionnement pour pouvoir après utiliser des librairies qui existent déjà. L'avantage avec les librairies qui existent déjà, ce sont des librairies qui sont déjà optimisées, qui vont pouvoir vous faire gagner du temps, faire gagner aussi des ressources et qui sont déjà optimisées pour pouvoir le faire. Donc vous êtes sûr que ça fonctionnera et que ça marchera bien. Après, en termes de compréhension, oui, vous pouvez passer par une phase où vous allez rentrer dans les détails pour pouvoir le faire avant d'utiliser les autres librairies parce que vous êtes rentré au moins une fois dans le dur pour pouvoir le faire. Donc, pour répondre à la question, oui. Je vous remercie. Et si je peux me permettre de compléter, je pense qu'effectivement, dans un cursus comme à l'EPITA, donc c'est important de comprendre le principe, le fonctionnement et les détails mathématiques qui se cachent derrière des réseaux de neurones, par exemple. Mais même tout au long de notre vie professionnelle en tant que data scientist, euh, dans le monde de l'IA, on a des choses qui évoluent très rapidement. Par exemple, l'année 2012 a été une année assez charnière dans laquelle on a justement utilisé des réseaux de neurones sur des compétitions de classification d'images. Et à partir des années 2018, on a utilisé aussi de plus en plus de réseaux de neurones sur des tâches de ce qu'on appelle analyse du langage naturel. Donc, en tant que data scientist, on n'est pas forcément chercheur, on peut le devenir hein, après un cursus de 5 ans, mais on a quand même, voilà, on fait de la veille, on se forme sans cesse sur justement ces nouveaux outils, ces nouveaux algorithmes, et on a cette appétence à aller comprendre comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui se cache derrière, et pour être capable de l'implémenter sur des projets de manière réelle et concrète et factuelle. Oui, on n'a jamais réellement fini de se former. À un moment, il faut suivre l'amélioration technologique. Exactement. Est-ce que nous avons une autre question? Bonjour, j'aimerais savoir si d'ici 2023, il était prévu qu'un campus s'ouvre sur Lyon. D'ici 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, c'est relativement proche. D'ici 2023, pour le campus sur Lyon, d'ici 2023, ce sera le campus Paris, déjà pour commencer. Et une fois que le campus Paris sera opérationnel et ouvert, on va pouvoir après envisager en effet d'autres ouvertures en région dans un temps 2. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas d'ores et déjà le prévoir et le faire pour 2023. Quand est-ce que la réunion sur les études et le campus aura lieu? Ça, vous allez avoir l'information une fois que la date sera définie et on va vous envoyer cette invitation pour vous informer que vous pouvez passer et l'heure à laquelle vous allez pouvoir nous rencontrer directement dans nos locaux au Kremlin Bicêtre. La question est oui, mais pourquoi pas en français? Oui, pourquoi pas en français? Parce que les échanges vont s'opérer dans la globalité par la suite, une grosse partie, on va dire, en anglais. Peut-être, Vincent, toi, tu peux nous répondre là-dessus. Est-ce que ton quotidien aujourd'hui avec les différents clients, comment ça se passe au niveau de la langue? Français, anglais, un mélange des deux? Un mélange des deux. Moi, j'ai eu de la chance de toujours utiliser l'anglais, et je dis bien la chance Mhm. durant tout mon parcours professionnel, parce que je pense que l'anglais, c'est en le pratiquant qu'on le parle correctement, mais c'est important parce qu'il y a des sociétés internationales dont la langue officielle est l'anglais, c'est-à-dire toutes les présentations les présentations officielles sont en anglais. Et par ailleurs, pour faire de la veille, pour aller se former ensuite par la suite, il y a aussi beaucoup de liens, de ressources qui sont disponibles en anglais. Donc, au quotidien, je travaille en français évidemment, mais oui, dans le monde professionnel, c'est important de maîtriser cette langue. Et dans le Ça, monde professionnel, pour pouvoir maîtriser cette langue et être opérationnel, il faut le préparer. Et on ne va pas le préparer à la sortie de l'école.
on va le préparer à la rentrée de l'école, justement, dès le premier cycle. Et dès le premier cycle, vous allez être dans le bain. Vous allez être dans le bain pour pouvoir commencer déjà à vous préparer à cela. Et ensuite, au fur et à mesure des années, ça va se préparer tout seul. Donc, pas de panique sur la partie, vraiment l'anglais dans le quotidien. Faut y aller à son rythme, aussi bien en anglais, mais dans les autres matières aussi. Y aller et c'est cette motivation pour pouvoir après s'exprimer dans la data qui fera que. Donc, encore une fois, je ne mets pas l'accent sur une matière, que ce soit scientifique, technologique ou autre. Je mets plus l'accent sur la motivation d'aller vers des métiers passionnants sur la data engineering, sur la data science au global. Il faut avoir l'envie d'analyser, l'envie de faire parler les chiffres, l'envie vraiment de trouver des insights, l'envie d'aller chercher et de trouver vraiment dans cela. Donc, encore une fois, motivation par rapport à cela, plutôt qu'une motivation par rapport à une matière bien précise, parce qu'une matière bien précise ne fait pas un bon data engineer ou un bon data scientist. Un bon data engineer et un bon data scientist, c'est dans sa globalité, au niveau de ses compétences et également au niveau de ses connaissances et surtout de son envie de vouloir grandir par la suite, même quand cette personne est sortie de l'école. Donc grandir et ne pas s'arrêter à apprendre, c'est aussi ça, c'est garder cette évolution parce que les technos changent, forcément on va devoir suivre avec. Sinon, on aura un problème. Peut-être, Vincent, toi, tu peux apporter un complément sur justement, si on ne se forme pas par la suite, si on ne se maintient pas à jour par rapport aux nouvelles technologies, les risques, du moins pour un data engineer ou un data scientist. Bah, je dirais que déjà pour répondre à la question de base, c'est vrai que l'anglais, c'est pas forcément comme en cours d'anglais au lycée, c'est de la pratique. Et plus vous le pratiquez, plus vous le parlez, plus vous l'écoutez. On vous demandera pas d'être un professeur d'anglais, mais on vous demandera de savoir écrire et parler et comprendre les autres. Et il y a qu'en pratiquant qu'on y arrive. C'est comme en informatique, il y a qu'en pratiquant au quotidien qu'on s'améliore. Et ensuite, oui, je partage complètement ton point de vue, Deva, sur le fait d'apprendre. Moi, j'ai changé plusieurs fois de technologie, d'outils. Le but de mon métier reste le même, hein, c'est de comprendre les données, les utiliser pour créer de la valeur, fournir des outils d'aide à la décision. Mais les outils changent énormément, évoluent énormément. Donc, effectivement, on a besoin de faire de la veille, de se former et de consacrer une petite partie de notre temps professionnel au quotidien là-dessus pour rester à la page, tout simplement. Merci Vincent, Et ben, merci Deva de merci m'avoir pour toutes invité. ces explications. À une prochaine fois, Vincent, Et pour ben, une peut-être prochaine d'autres fois. sujets. Et ben, bon courage aux lycéens pour votre choix d'orientation et un conseil, profitez bien de vos années étudiantes parce que c'est quand même des très belles années. C'est vrai, c'est très très vrai. Merci, merci à toi pour tes explications, pour ta présence et merci à vous de nous avoir également écoutés puis avec vos questions également. Merci à vous et à très bientôt pour le prochain numéro. On communiquera plus tard sur quel thème nous allons faire ce webinaire. Merci, au revoir. Au revoir.